la transition est toute faite entre l'intelligence artificielle, le traitement des données et la cybersécurité. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais quand j'étais petit, ma maman, elle avait cette voiture. Donc il y a certains dans la salle qui savent le modèle. Merci d'être revenu d'ailleurs. Ma maman, elle avait une Peugeot 104. Et je me rappelle qu'à l'époque, pour fermer la voiture à clé, il y avait juste un petit loquet qui marchait une fois sur deux. Il n'y avait pas de fermeture centralisée. Et c'était pas rare de laisser les fenêtres ouvertes quand on allait faire les courses en été, quand il faisait chaud, pour pas que la voiture soit trop chaude en revenant. Je me rappelle aussi, quand elle conduisait, je me mettais souvent entre les deux sièges, conducteur et passager, debout, alors que j'étais enfant, j'aurais dû être derrière, attaché dans un siège auto. Et pourtant, à l'époque, ça paraissait normal, on croisait des voitures, tout le monde était comme ça. Donc, vous voyez un peu le lien avec la cybersécurité, c'est qu'on est dans un monde qui évolue, et le parallèle, il est tout trouvé avec la cybersécurité. D'un côté, on assiste à une course entre les fabricants automobiles, les utilisateurs, les propriétaires de véhicules et les voleurs. Et d'un autre, pour tous nos services informatiques, pour tous nos systèmes qui sont aujourd'hui de plus en plus connectés, on assiste également à une course entre nous, les gentils, et les attaquants, les méchants. Et honnêtement, aujourd'hui, je vous pose la question, qui accepterait d'avoir une voiture, d'acheter une voiture neuve avec la fermeture non centralisée de la Peugeot 104, ou qui accepterait que son enfant soit au milieu des deux sièges sur l'autoroute, en train de discuter, les fenêtres ouvertes, et même certains fumer. Alors, je veux surtout pas, et c'est pas le message de ma conférence, être alarmiste en disant on va tous mourir, etc. etc. Aujourd'hui, si on prend... tous les systèmes ne sont pas des centrales nucléaires, clairement. Donc, si jamais on parle du pilotage, du chauffage d'une école publique, au pire, les enfants, ils n'ont pas de chauffage. Au pire, ils mettent un pull. Et par contre, derrière, ça veut dire qu'il va y avoir un mécontentement de certains d'entre vous dans la salle envers l'exploitant du chauffage, envers le personnel de maintenance. Par contre, c'est un risque réputationnel et ça peut être aussi un risque financier. Dans le cadre d'usines, dans le cadre d'installations commerciales, eh bien, une installation à l'arrêt, c'est une installation qui ne ramène pas d'argent. Et donc, du coup, c'est une perte financière qui peut être vraiment importante. L'ANSSI nous dit que se protéger coûtera toujours moins cher que de faire face à une cyberattaque. Une cyberattaque coûtera beaucoup plus cher que de se préparer en avance de phase. Et je voulais aussi anticiper la question de dire, mais qui, franchement, soyons sérieux 2 minutes, qui va s'amuser à aller pirater la petite école d'un petit village de 2000 habitants? Et la question, elle est légitime. Franchement, qui est-ce qui a envie de faire ça? Et donc c'est vrai, quand on parle de cybersécurité, on a souvent en tête les images des grands groupes qui sont très structurés, avec de grands moyens, qui sont supportés ou non par des États, et qui ont des menaces, qui vont plutôt nous menacer sur le plan de l'espionnage. Donc je vais récupérer des données qui sont confidentielles, ou une menace qui est plus de sabotage, où comme ils ont des moyens, ils vont viser plutôt des centrales nucléaires, des stations de traitement d'eau potable, des choses comme ça. Donc là, c'est une vraie menace et effectivement, il faut protéger ces données sensibles. Mais avec la démocratisation des outils informatiques, et on l'a vu dans la conférence d'avant, avec l'arrivée fracassante de l'intelligence artificielle, peut-être pas n'importe qui, mais on peut avoir de plus en plus de pirates, d'attaquants, qui, avec un simple ordinateur d'un coffee shop d'Abidjan ou de Chine ou de peu importe, du fin fond de la France, est en mesure de mener des attaques. Et comme nos systèmes, ils sont de plus en plus connectés, ça va élargir ce qu'on appelle la surface d'attaque. On est de plus en plus à risque, vu qu'on expose nos données sur Internet. Et donc d'un côté, on a des attaquants qui sont de plus en plus nombreux et qui vont essayer de taper assez large, peu importe ce qu'ils visent en fait. Si je reprends l'image de la voiture, c'est un peu comme s'ils se baladaient sur un parking avec plein de voitures, et puis juste ils vont essayer les portières une par une, et puis si au hasard il y en a une qui s'ouvre, et ben c'est banco pour eux, ils vont essayer d'avoir ce qu'on appelle des rançons logiciels, des ransomware, et essayer d'avoir de l'argent derrière. Donc peu importe qui on est, eux ce qui les intéresse, c'est de rentrer et de voir s'ils ne peuvent pas faire de l'argent derrière. Et ça c'est important de se dire que il y a cette célèbre phrase qui dit la question aujourd'hui, en 2025, c'est pas de savoir si on va se faire attaquer, mais quand.
Et moi, je rajouterais, c'est aussi comment on s'y prépare, en fait. Comment on s'y prépare. Parce que la cybersécurité, beaucoup en parlent, mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais, moi, quand je suis de l'autre côté? Comment je fais pour me protéger? Alors, juste pour me présenter, je suis Frédéric Nittel, je suis responsable produit, donc HVAC, c'est le mot anglais pour CVC, pour chauffage, ventilation, climatisation. Je travaille depuis 15 ans dans des produits technologiques et aujourd'hui, je travaille au sein du groupe Lacroix, qui est une entreprise de taille intermédiaire, qui est technologique, industrielle et internationale. On fabrique nos produits en France. On fait pour environ 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 pour 4300 employés. Et en gros, le groupe se divise en deux parties. La première partie, c'est la partie électronique qui fournit des systèmes électroniques à des grands noms de l'industrie, de l'automobile, de l'industrie, de l'aéronautique ou de la santé. Et l'autre activité, qui est l'activité environnement, pour laquelle je travaille, qui, elle, fournit des solutions, des systèmes connectés pour gérer, administrer, digitaliser les réseaux d'infrastructures d'eau, d'énergie, d'électricité ou d'éclairage public. Donc vous voyez bien que nos systèmes, ils sont naturellement connectés vers le monde, ils communiquent sur Internet, et donc la cybersécurité, elle fait partie de notre ADN profonde. Nos produits communiquent, donc ils doivent être cybersécurisés. Dans cette présentation, aujourd'hui, si ça vous va bien, je voudrais aborder trois parties. Le premier, c'est le cadre législatif. On a vu que la menace évolue. La chose qui est très bien, c'est que la réglementation évolue aussi. Donc la défense évolue aussi. Ensuite, je le disais tout à l'heure en introduction, la cybersécurité, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc je voudrais revoir les grands principes de la chaîne de la cybersécurité. Et puis pour illustrer ça, on prendra un exemple concret, celui qu'on connaît bien à Lacroix, une chaufferie d'une école, d'un collège, d'un lycée. Comment on rend ce système cybersécurisé pour, bien sûr, répondre au cadre législatif, mais aussi avoir une tranquillité d'esprit et être protégé pour les années à venir. Donc si on débute avec le cadre législatif, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette directive qui s'appelle la directive NIS 2, qui est assez structurante. C'est au niveau européen où on se dit, ce qu'il faut, c'est qu'on renforce la cybersécurité de nos entités au sein de l'Union. Donc c'est une directive européenne et qui doit être transposée dans le droit français. Elle va s'appliquer à 18 secteurs d'activité. Alors l'objectif de la présentation, ce n'est pas de couvrir les 18 et de voir qui est concerné et qui n'est pas concerné. Je vous ai mis un petit lien pour aller voir et ça se trouve assez facilement sur le net. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, je le disais tout à l'heure, on ne va pas protéger une chaufferie comme on protège une centrale nucléaire. Et ça, la directive, elle le prend en compte, c'est-à-dire qu'on va différencier des entités essentielles, des entités importantes, et tout ça, ça dépend de la criticité, de la taille et du chiffre d'affaires. Ça, c'est aussi important dans le monde de la cybersécurité. Il faut adapter au risque, adapter à son système. Et grosso modo, si je vulgarise, vraiment, il y a trois grandes choses qui sont imposées dans la directive. Le premier, c'est que les entités vont devoir être proactives et se déclarer à l'ANSSI. Donc, je suis une entité que vous considérez essentielle, et voilà, fournir un certain nombre d'informations à l'ANSSI, qui est vraiment, ils aiment se caractériser comme un peu le pompier de la cybersécurité en France. Les entités vont devoir déclarer les incidents. Ça aussi, ça va être demandé par NIS 2. Donc, si je subis une cyberattaque, je vais devoir me rapprocher des organes compétents, notamment l'ANSSI, et leur dire j'ai été piraté, j'ai fait l'objet d'une attaque, et il va y avoir un suivi de ces incidents. Ça va avoir pour bénéfice de faire grandir notre connaissance sur les attaques et les cyberattaques en France et dans l'Union européenne. Et enfin, et surtout, ils vont aussi imposer à ces entités de mettre en place des mesures de gestion de risque, et c'est justement ce qu'on va voir après. Alors, en termes de planning, comme c'est une directive européenne qui doit être transposée en droit français, c'est toujours en cours par l'ANSSI. Alors, c'est coordonné par l'ANSSI, ce n'est pas les seuls à travailler dessus, bien sûr. Néanmoins, si on lit les petites lignes, ils ne vont pas révolutionner le monde de la cyber. Les cyber, c'est des grands principes. Et on le voit, donc désolé, c'est très petit pour vous, mais voilà, ils vont insister sur des règles de base, des aspects d'hygiène informatique fondamentale, afin de se protéger contre les menaces les plus courantes.
Euh, mais du coup, moi, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé, je me disais, mais c'est quoi la cyber? Qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, la meilleure image que j'ai trouvée, c'est de se représenter la cybersécurité comme une chaîne. Et comme vous le savez, une chaîne, s'il y a un maillon qui est faible, eh ben, c'est là où ça va casser en fait. Et donc c'est pour ça que vous pouvez mettre tous les meilleurs algorithmes de cryptographie, avoir les meilleurs chercheurs en crypto du monde sur vos systèmes. Si jamais vous avez un employé qui comme mot de passe met AZERTY comme on trouve ou 1, 2, 3, 4, et ben la chaîne elle va se rompre ici en fait. Donc c'est pour ça que la cybersécurité, ce n'est pas juste une affaire d'experts, mais c'est vraiment tout un processus. Donc il va y avoir un impact sur les organisations, sur les processus, comme je le disais, et bien sûr sur la technique. Donc si on regarde, sans rentrer trop dans le détail, je vous rassure de tous ces points, NIS 2 va insister sur le rôle de la gouvernance. La cybersécurité, ça ne doit pas être l'affaire juste du directeur des systèmes d'information dans son coin qui prend toute la responsabilité. NIS 2 dit ce sont les organes de direction des entités essentielles et importantes qui approuvent les mesures et qui les suivent, qui les supervisent. Donc c'est bien beau de dire on va le faire, mais ils doivent s'assurer de mettre les moyens et que c'est vraiment fait. À côté de ça, NIS 2 va insister aussi sur la formation. Toujours ces organes de direction, donc les dirigeants de ces entités, les responsables de ces entités, elles vont être obligées de suivre des formations. Donc ça, c'est aussi important. C'est ce que je disais toujours. Les informaticiens, ils aiment bien rigoler en disant le problème, il est entre le siège et le clavier. Ça, c'est une blague qu'on entend toujours. Et en cybersécurité, c'est un peu vrai aussi. C'est souvent les humains qui cliquent sur des mauvais liens, qui ont des mauvais mots de passe, des choses comme ça. C'est pour ça que cette partie formation, elle est aussi importante. Donc les organes de direction des entités vont devoir suivre des formations et elles invitent fortement tout le personnel à suivre également ces formations. Ensuite, il y a un truc qui est important en cybersécurité, c'est l'analyse de risque. Toujours mon exemple de centrale nucléaire par rapport à ma chaufferie. On ne protège pas les deux de la même façon. Et donc, du coup, il faut bien commencer par faire un bilan, une analyse. C'est quoi mon système? C'est quoi mes risques? Pour mettre les procédures en face. Et donc ça, c'est toute cette partie analyse de risque et procédure. C'est quoi mes vulnérabilités? Comment je renforce mon château fort, en quelque sorte? Où est-ce que mes ennemis peuvent rentrer? Et qu'est-ce que je mets en place pour éviter qu'ils ne rentrent? Et s'ils rentrent, qu'est-ce que je fais? Donc vous voyez là, déjà, on en a 3 sur 6, c'est même pas de la technique, c'est de l'organisation, de la formation et une analyse de la situation. Mais bien sûr, la cybersécurité, c'est aussi de la technique. Il y a 2 grands pôles. Il y a le pôle cryptographie. Alors c'est un vilain nom pour juste dire comment je protège mes données, comment j'encrypte mes données qui vont être véhiculées sur Internet pour éviter que n'importe qui la lise, la modifie, etc. Donc ça, c'est la partie cryptographie. Et on a la partie contrôle d'accès et authentification. Ça aussi, c'est important. Il ne faut pas que n'importe qui puisse entrer dans mon château fort et venir modifier des consignes, modifier des choses. Donc je viens m'assurer que c'est les bonnes personnes qui ont le droit d'agir et je trace leurs actions. Et la dernière partie, c'est aussi qu'il faut se préparer au pire. Et si jamais je suis attaqué, comment je réagis? Donc ça, c'est une partie qui est importante. Il va y avoir des plans à mettre en place dans le cadre de NIS 2. Il faut définir son plan d'intervention et de notification et de suivi auprès de l'ANSSI. Qu'est-ce qui se passe si je me fais attaquer? Comment je réagis? Est-ce que j'ai des mesures de secours? Est-ce que je peux basculer d'un serveur à un autre? Qu'est-ce qui se passe si ce serveur-là tombe, par exemple? Et aussi, il faut penser au plan de continuité, comme je le disais, et aussi au plan de reprise. Une fois que ma cyberattaque elle est isolée, résolue, comment je remets en marche mes services, ma chaufferie dans notre cas, ou ma production dans le cas d'une usine. Du coup, je le dis, je le répète, vraiment, il n'y a pas un maillon qui est plus important que les autres. C'est bien beau d'avoir le meilleur système technique, mais il faut que tous les maillons de la chaîne soient robustes. Donc ça, c'est un peu la théorie, mais ce que je voulais aussi aujourd'hui, c'est vous emmener dans un cas un peu concret qui est le nôtre, finalement. Donc, on peut penser aussi, là, à m'écouter, de dire, OK, dans ces cas-là, on arrête de communiquer sur Internet, quoi. Là, on est dans une chaufferie, on ne la fait pas communiquer sur Internet et on la laisse toute seule au monde, comme ça, on ne sera jamais cyberattaqué. Je pense que le fait de connecter nos installations apporte
bien plus de bénéfices que de risques, en fait. Surtout si en plus on a des solutions cybersécurisées, on va y revenir. Mais le fait de pouvoir suivre nos températures à distance, de modifier mes plannings d'occupation à distance, par exemple une école, je sais que par exemple à 19 heures, il n'y a plus personne dans l'école, donc je peux baisser ma température de consigne, sauf le jour où il y a un conseil de classe, où là à distance, je peux continuer le chauffage. Ça nous fait faire tellement de gains énergétiques qu'en fait on a plus de bénéfices à être connecté que de risques de cyberattaque si on est bien protégé. J'ai un peu digressé, mais si on revient à notre exemple d'un régulateur, donc là on a un automate de régulation qui vient se connecter à des chaudières, qui vient se connecter à des circuits de chauffage pour alimenter des salles de classe, des cantines, etc. etc. Il y a quelques principes de base à mettre en place en termes de cybersécurité. Le premier point, c'est, désolé pour l'anglicisme, c'est le security by design. Ça veut dire que la cybersécurité des solutions globales, ce n'est pas juste un sparadrap ou un petit vernis qu'on met sur le dessus. Il faut que nos solutions, dans leur cœur, elles soient cybersécurisées. Encore une fois, ça ne sert à rien de tout cybersécuriser si jamais il y a un port USB et que juste en se branchant, je peux accéder au code source du produit ou me faire passer pour le produit. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est le fait de choisir des solutions qui ont été pensées en amont pour être cybersécurisées. Ensuite, si vous vous rappeliez, tout à l'heure, il y avait une partie sur la gestion des utilisateurs. Du coup, c'est important aussi d'avoir une solution de la personne qui vient configurer le produit ou la personne qui vient exploiter. Je parlais tout à l'heure, par exemple, on a un besoin de rallonger le chauffage pendant 2 heures parce qu'il y a un conseil de classe dans notre collège. Eh bien, il va bien y avoir une personne qui va devoir modifier cette consigne. Ce qui va être important, c'est de gérer ses utilisateurs. Donc ça veut dire quoi? Avec un nom d'utilisateur, un login et un mot de passe. Ça, c'est important. C'est aussi important de gérer ça dynamiquement. Si jamais demain, on a un employé qui quitte la société, peut-être en mauvais termes, ou je ne sais pas, et c'est important de enlever ses droits d'accès pour que lui ne vienne pas après dans un but de vengeance pour faire des modifications avec son compte qui serait toujours actif. Quand on parle de gestion des utilisateurs, il y a aussi la notion de droit d'accès, c'est-à-dire est-ce que cette personne a le droit de faire des modifications? Est-ce que cette personne-là a le droit seulement de visualiser? Il y a une notion de droit et d'accès. Et ensuite, il y a une gestion des configurations. Donc si jamais demain je suis victime d'une cyberattaque et que j'ai besoin de relancer mon installation, eh bien, c'est important aussi de sauvegarder nos configurations. Comme ça, demain, une fois que mon problème est résolu, je peux recharger une configuration et mon installation va se remettre à fonctionner. Je vais rentrer un tout petit peu dans la technique. Là, on est plus dans la partie cryptographie que vous avez vu tout à l'heure. Mais nos produits, et c'est un bénéfice, ils sont connectés. Donc, ils vont avoir besoin de communiquer sur Internet. Et donc, il y a 2 manières de communiquer sur Internet de manière assez sécurisée. Le premier, c'est ce qu'on appelle un VPN. On en entend un peu parler dans le monde du grand public. Et je vais vulgariser, désolé pour les experts en cybersécurité, mais grosso modo, un VPN, c'est un tuyau étanche entre 2 personnes et ça évite aux attaquants de venir écouter via Internet ce qu'on se dit. C'est très très vulgarisé, mais voyez un VPN comme un tuyau sécurisé dans lequel passent les informations. Au-delà du VPN, on veut aussi s'assurer que les gens qui parlent sont bien les gens qui parlent et que ce qu'ils disent, ils ne le disent pas en clair. C'est-à-dire qu'ils vont encoder ce qu'ils disent. Et ça, c'est le rôle de ce qu'on appelle des certificats. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion. Je prends souvent l'exemple d'un passeport qui est délivré par une entité légale qui vous dit, voilà, bah, c'est bien vous. Donc vous avez le droit de voyager. Bah, là, on va dire, les équipements de l'écosystème technologique sont authentiques. C'est bien eux. Ce n'est pas un attaquant qui aurait simulé un faux équipement pour pouvoir communiquer, pour dire que c'est un faux SCADA et pour pouvoir un faux logiciel, pardon, et qui sera en mesure de communiquer. Donc ça, c'est un peu comme un passeport qui nous permet de nous authentifier et d'encrypter nos messages. Comme ça crée une bulle de confiance et seuls les citoyens français de notre écosystème sont en mesure, sont autorisés à rentrer finalement sur le territoire français. Si on simplifie un peu ça. Le risque, c'est que ce certificat il soit corrompu. Et donc, du coup, c'est important que régulièrement, on vienne mettre à jour ces certificats. La période de temps, ça dépend. Mais c'est important d'avoir un système qui vient régulièrement
mettre à jour votre passeport. C'est exactement la même analogie. Vous retournez, refaire votre passeport assez régulièrement, votre carte d'identité, etc., etc. Pour ceux qui sont familiers avec les installations de ce type, il y a une phrase qu'on entend souvent qui est oh, « si ça marche, surtout, tu touches plus. Hein. Tu touches plus. On risquerait de tout casser. » Et en fait, ça, c'est pas très compatible avec la cybersécurité. On voit que la menace, elle évolue. On l'a vu avec l'IA. Il y a des nouvelles menaces quasi tous les jours, en fait. Donc nous, de notre côté, on s'engage à veiller sur nos logiciels, on étudie nos vulnérabilités, et dès qu'on en découvre, on s'engage à les corriger et à mettre à jour des logiciels de manière gratuite à nos clients. Et donc c'est important aussi d'avoir une plateforme qui vient mettre à jour les produits à distance, toujours avec la dernière version, pour corriger les vulnérabilités. Parce que si lui, il a un trou dans la raquette, entre guillemets, eh ben on sait que les attaquants ils vont essayer de l'exploiter. Parce que souvent sur Internet, ça devient public et les attaquants, je ne dis pas qu'ils sont fainéants, hein, j'en connais pas personnellement, mais si j'étais à leur place, je sais qu'il y a une vulnérabilité, une porte ouverte, j'essaierais de m'y engouffrer. Donc ça, c'est un sujet qui est important. On le fait dans le grand public. On a souvent des nouvelles versions d'iOS, des nouvelles versions d'appli, vous savez, ça corrige des bugs, ça corrige des vulnérabilités de cybersécurité. C'est moins fait dans l'industrie et pourtant, c'est le bon principe à mettre en place en termes de cybersécurité. Et il y a une dernière étape, et promis, après j'arrête là, qui est le suivi des actions utilisateurs. Ça, c'est un point qui est aussi important. Qui fait quoi? Quelles ont été les dernières actions? Quels utilisateurs ont fait quoi? Ça nous permet aussi de tracer. Et en cas d'attaque, ça nous permet d'avoir une espèce de journal de bord de ce qui a été fait. Et ça facilite l'analyse en cas d'attaque. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans sa résolution. En fait. Donc du coup, on a vu que NIS2 imposait un certain nombre de chaînons, enfin de maillons de la cybersécurité qu'il va falloir mettre en place. Et il y a une partie qui est s'assurer de la sécurité des fournisseurs ou prestataires de services. Et un des messages aujourd'hui, pour moi, et c'est normal, c'est de dire, si vous choisissez déjà une solution qui est cybersécurisée de base, c'est pas forcément plus cher, et surtout, ça sera moins cher que de se faire attaquer. Et ça vous permet déjà de couvrir une grande partie de NIS2, en fait. On a déjà tout le contrôle d'accès qui est géré. On a la crypto qui est faite. Si jamais demain je suis attaqué, j'ai mes configurations qui sont sauvegardées. Je peux déjà les réinjecter à distance. Donc je vais beaucoup plus vite pour remettre mon installation en route. Je m'occupe de la sécurité de mes prestataires. Déjà ça, je sais qu'ils le font. Donc c'est bon. Et ça permet d'avoir quand même beaucoup plus de rapidité. Et je pense que NIS2, la partie organisationnelle, procédure, c'est beaucoup de travail. Donc si la partie technologique, vous pouvez la déléguer à des fournisseurs de confiance, c'est quand même beaucoup plus simple. En conclusion, on a vu que la menace, elle évoluait. Qu'il y avait un risque un peu de tout le monde parce que la menace, elle tape un peu à l'aveugle et ce qu'ils veulent, c'est juste faire de l'argent et peu importe ce qu'il y a derrière. On a vu aussi que NIS2, elle va renforcer le niveau de protection des entités globalement. Donc on peut se dire, moi c'est bon, NIS2, je ne suis pas une entité essentielle, je ne suis pas une entité importante, je ne suis pas couvert par NIS2. Ouais, mais ça veut quand même dire que tout le monde est en train de monter son niveau de sécurité. Et comme je disais tout à l'heure, les attaquants, ils sont, encore une fois, je veux pas les menacer, parce qu'après sinon ils vont s'attaquer à moi, mais ils sont un peu fainéants, quoi. Et donc du coup, l'idée c'est juste de ne pas être la brebis à l'arrière du peloton, qui est une cible facile. Donc oui, il n'y a pas de danger de mort. Néanmoins, il y a des risques financiers, il y a des risques réputationnels. Et la cybersécurité, aujourd'hui, c'est un incontournable. Et je vous remercie pour votre attention. Avez-vous des questions ou des remarques ou des expériences à partager? N'hésitez pas. Les coffres forts à mot de passe qu'on peut trouver là, c'est quelque chose qui est garant de sécurité ou qui ça peut être un maillon un peu faible? Parce que maintenant on a besoin de mots de passe et elle nous propose en fait sur l'ordinateur avec un mot de passe de déverrouiller tous les autres. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne question. Je sais que notre directeur ici l'utilise. Donc soit il est complètement fou et incompétent, et dans ces cas-là, je vais m'inquiéter. Mais ce que je sais, c'est que son mot de passe, il est
Enfin, je ne sais pas lequel c'est, je vous rassure. Mais quand il le tape, ça prend genre 5 minutes, quoi. Il y a des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux. Donc c'est toujours ça, c'est quoi la vulnérabilité, c'est quoi le maillon le plus faible. Et là, c'est clairement le mot de passe. Donc pour moi, oui, c'est une solution cybersécurisée à partir du moment où la porte, elle est blindée. Et donc le mot de passe, pour y accéder, il est hyper complexe. Et c'est pas juste AZERTY 1, 2, 3, 4 ou votre date de naissance. Voilà ce que je pense sur ce sujet-là. Parce que vaut mieux avoir un mot de passe très sécurisé et stocké là-dedans que des mots de passe faciles à mémoriser comme on trouve, quoi, en fait. Donc je préfère quelqu'un qui utilise ça avec un seul mot de passe balèze à retenir plutôt que 10 mots de passe toujours les mêmes sur tous les sites internet pour son compte en banque, pour sa boîte mail et que si jamais il se fait pirater. Moi, j'aurais tendance à donc sous couvert de Benoît, notre responsable informatique qui est là, mais c'est vrai que jusqu'à il y a 2-3 ans, on se préoccupait finalement pas trop de toutes ces problématiques. Et là, je dirais, chaque année, on met en place de nouveaux systèmes de plus en plus perfectionnés, alors changer les mots de passe régulièrement, des tests aussi, en missionnant des sociétés qui envoient des mails, des faux mails pour voir si, justement, quel est le comportement des agents. On a vu que sur les premières campagnes, il y avait des actions menées par les agents qui, si ça avait été des vrais mails frauduleux, qui auraient pu poser problème. Et on voit que du coup, c'est le volet formation un petit peu, mais du coup, ça sensibilise les gens. Et donc, je pense que par rapport à toutes ces actions, mais du coup, on est sensibilisé. Après, il y a la structure, effectivement, des systèmes d'information, etc. Je ne sais pas, toutes les actions. Benoît a toujours plein de nouvelles idées, mais justement, tous les ans, on essaie de renforcer encore toutes ces actions parce que, effectivement, une collectivité qui se fait attaquer. Donc du coup, après que ces systèmes bloqués pendant un certain temps, voilà, on sait bien que derrière, pour le service à rendre, etc., c'est et puis ça peut, soit des frais, soit c'est pendant X temps, c'est de la mise à l'arrêt. Donc je dirais, il y a pas mal de solutions maintenant qui sont, si on est assez vigilant sur toutes ces mises en place-là, voilà, pour l'instant, on n'a jamais été attaqué. Alors, les syndicats ne sont pas très connus. On reste discret, tranquille. Voilà, donc je ne comprends pas d'ailleurs, parce qu'effectivement, on pourrait être attaqué par rapport aux aspects financiers que nous gérons, etc. Mais on n'est pas connu. Mais en tout cas, on se prépare de plus en plus et donc on essaie de mettre en place de plus en plus. Benoît le décrirait sans doute bien mieux que moi. Mais effectivement, comme vous disiez, des points d'entrée, il peut y en avoir différents. Et donc, on pense à notre système, à nous qui avons accès, mais effectivement, tous les équipements qui interface avec notre système d'information, voilà, peut-être qu'il y a aussi tout un pan d'action qui dit qu'est-ce qui entre sur nos systèmes et comment derrière je me protège pour pas que en multipliant on le voit bien sur le PCRS, on le voit bien sur plein d'actions d'information géographique, on crée de plus en plus d'interfaces avec les collectivités de données, voilà. Et comment on va se protéger et protéger aussi les autres, parce que autant avant on avait un système un peu fermé, maintenant on a de plus en plus de services interfacés et donc ça renforce notre besoin de sécurité dans les choix technologiques qu'on va faire et dans les choix d'accès aussi de tous nos acteurs. Donc voilà. Ouais, j'avais aussi une autre question. Donc là, c'est un rapport avec. Si on m'entend, je suis habitué à discuter dans ce salle. Dans le territoire d'énergie, on lance une opération de rénovation d'école. Il y en a 10, hein, donc c'est une opération de rénovation énergétique, entre autres, pas que, mais entre autres. Et donc on est amené à travailler sur tous les systèmes de production d'énergie, sur de la régulation, et aujourd'hui à intégrer toutes les solutions comme ça d'objets connectés, soit pour récupérer une donnée de température, de CO2, ou de piloter à distance des appareils. Donc, et ça, peut-être même dans l'optique d'une mutualisation de ces données sur une plateforme de gestion énergétique, ce qui à terme sera sans doute le cas, avec en plus d'autres usages tels que la télésurveillance, les IRV, l'éclairage public, etc. Donc ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui est de plus en plus communicant. Donc quels sont, aujourd'hui je suis
en train de rédiger un programme pour rénover mon école, en l'occurrence une école à Marmande. Donc j'ai dedans intégré tout un tas de choses et d'exigences. Et en matière de régulation, quelles sont à minima les dispositions que je dois mettre dans ce cahier des charges à l'usage du maître d'œuvre en fait. Est-ce que je dois déjà dire tout ce qu'on va installer, ça doit être conforme à NIS 2, et quels sont les lieux potentiels de risque auxquels il faut vraiment faire attention. Ouais. C'est une bonne question. Ça rejoint la question de la prescription. Comment on s'assure que ce qu'on nous vend, ce qu'on nous installe est conforme. Et il y a tout un tas de normes qui sont déployées aujourd'hui. Là, NIS 2 impacte bien entendu les collectivités, les entités importantes, essentielles. Mais nous aussi, en tant que fabricants, on a un certain nombre de normes qui nous impactent. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on peut regarder ensemble. Il y a l'IEC 62443. Alors, c'est un gros mot d'expliquer. Il y a le CRA, le Cyber Resilient Act, qui vient renforcer la cybersécurité. Donc, il y a des moyens, il y a des outils qui sont en place pour dire, voilà, mes solutions, elles doivent être compatibles avec cette norme. Elles doivent répondre à ceci. Et ça nous permet de nous protéger là-dessus. Parce que NIS 2 nous dit quoi faire, mais ça ne nous dit pas forcément comment le faire. Ça nous donne les grands principes. Donc soit vous dites, un peu comme NIS 2, il faut être compatible NIS 2, donc je veux un système qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça. Ou alors vous dites, je veux un système qui répond à cette norme, sur le comment. C'est les deux façons de faire, les deux façons que je vois. On pourra en discuter tout à l'heure avec plaisir. Ouais, même si l'école, il y a l'école, après l'école, elle peut être connectée sur le réseau. Ah de oui. ville. Après, la Ça, ville, c'est elle sûr. est connectée sur le réseau de Et territoire. une fois que j'ai un point faible qui est C'est ça. lancé, C'est ça. Après, c'est la contamination. Exactement. C'est un peu la notion dans NIS 2 de fournisseur. C'est exactement ça. On est souvent piraté parce qu'on a un serveur sur un prestataire externe qui, lui, s'est fait pirater et qui est rentré par là. Exactement. Donc, encore une fois, un système, c'est global. Il ne faut pas juste regarder un seul composant. Il faut regarder tout. Ouais, la remarque, elle est extrêmement judicieuse. Ouais. c'est donc derrière la question, c'est comment contrôler, parce qu'on fait des choix de fournisseurs, des choix de systèmes. Quels sont mes moyens pour contrôler justement tous ces aspects, toute la sécurité qu'il y a derrière. C'est normalisé, mais en même temps, quels moyens j'ai de m'assurer que il n'y a pas un point faible dans le tas. C'est pas facile. Aujourd'hui, il n'y a pas de processus de certification d'une installation. Il pourrait y en avoir, mais ça dépend des installations. Ouais, C'est ça, Mais oui. c'est tellement compliqué. Ouais. Ouais, Je suis d'accord. Ouais. Pas un organisme qui contrôle tout, qui ira du simple capteur de température à la régulation et à la GTB, qui dit ok, là on est conforme pour. Ouais. On a Fornox, on peut en mettre quelque chose. Ouais, il y a des normes qui existent, mais elles sont pas encore adoptées par tout le monde. Effectivement, il y a l'ISO 27000 dans les systèmes SI, et il y a l'IEC 62443 pour les systèmes. Et donc normalement, la cohabitation des deux, ça nous permet de couvrir. Mais là, j'avoue que ça rentre dans la technique et ça dépend des infrastructures, ça dépend de qu'est-ce que j'ai, etc. Mais c'est en train de venir, oui, si.